T'es-tu déjà demandé pourquoi les oiseaux avaient tendance à voler en rond? C'est à cause de l'ascendance thermique. Celle-ci se comporte comme une grosse bulle d'air chaud qui s'élève du sol. As-tu déjà fait voler un cerf-volant un jour de grand vent pour le voir monter et descendre? Imagine que ce vent soit chaud et non froid, et qu'au lieu d'un cerf-volant, tu sois un oiseau ou un planeur. Eh bien, ce vent agirait comme une bulle de convection. Celles-ci se produisent lorsque le soleil réchauffe la Terre et que l'air proche du sol se réchauffe à son tour et commence à s'élever. Cela crée une colonne d'air ascendant que les oiseaux et les planeurs peuvent exploiter pour s'élever dans le ciel. Tout comme tu peux utiliser le vent pour faire voler un cerf-volant, les oiseaux peuvent utiliser l'ascendance thermique pour s'élever sans trop battre des ailes. Ils peuvent tourner en rond à l'intérieur de cette colonne et monter de plus en plus haut sans dépenser trop d'énergie. Les grands rapaces tels que les faucons, les vautours et les aigles ont particulièrement tendance à utiliser cette tactique de vol en cercle. Lorsque ces oiseaux tournent en rond dans le ciel, on a l'impression qu'ils restent comme suspendus. Mais non, c'est encore une fois une question d'ascendance thermique. Cela les aide parce qu'en prenant de l'altitude sans se fatiguer, ils peuvent chercher des proies plus facilement ou surveiller leurs prédateurs potentiels à partir d'une position sûre. Les bulles de convection sont également utiles à d'autres créatures volantes, comme les insectes. Il n'est pas rare de voir de nombreux oiseaux voler ensemble en cercle, car cette proximité leur permet d'économiser encore davantage d'énergie. Certains oiseaux, comme les oies et les canards, préfèrent encore adopter une formation en V pour économiser leur force. Ce qui est intéressant, c'est que tous les oiseaux de l'escadron prennent la tête du V à tour de rôle. Au fur et à mesure qu'ils volent, les oiseaux de tête se fatiguent. Ils se replient alors et un autre oiseau prend leur place en tant que leader. De cette façon, chacun d'entre eux a la possibilité de se reposer et d'économiser des forces. L'ascendance thermique peut aussi générer des tempêtes et de puissants orages. Et parfois, lorsque tu vois des oiseaux voler en cercle ou en forme de V, c'est parce qu'ils sentent qu'un orage se prépare. Cela se produit parce que le mauvais temps va de pair avec de basses pressions. Les systèmes de basse pression sont des zones de l'atmosphère où la pression de l'air est inférieure à celle des zones environnantes. Lorsque la pression baisse, l'air peut se déplacer et produire du vent. S'il y a suffisamment d'humidité dans l'air, la dépression peut même provoquer des orages, des fortes pluies, voire des ouragans. Les oiseaux migrateurs sont souvent le plus à même de détecter ces changements de conditions météorologiques. Lorsqu'une tempête s'approche, il peut y avoir des changements dans la pression atmosphérique, la vitesse du vent ainsi que les températures, ce qui peut affecter leur comportement. D'autres animaux ont également des comportements singuliers lorsque le mauvais temps arrive. Les vaches et les autres animaux d'élevage peuvent se blottir en groupe pour se réchauffer et se protéger pendant un orage. On sait aussi que les vaches se couchent dans un champ avant l'orage pour atténuer ce désagrément. C'est tout du moins ce qui se raconte. La croyance voudrait que les vaches prédisent les intempéries et se couchent parce qu'elles peuvent ressentir une baisse de la pression atmosphérique qui accompagne l'approche d'une tempête. Mais la science ne l'a pas encore confirmé, car il n'existe pas assez de preuves permettant d'étayer cette idée. Les vaches aiment effectivement se coucher de temps en temps, mais elles le font pour diverses raisons. Pour se reposer par exemple, ou pour ruminer. Ainsi, lorsque tu en vois une se coucher, tu ne peux jamais être sûr que c'est parce que le mauvais temps arrive. Différentes études ont produit différents résultats. L'une d'entre elles a révélé que les vaches ne présentaient pas de changement significatif dans leur comportement avant la pluie, tandis qu'une autre étude a montré que les vaches se levaient plus souvent à son approche. Les amphibiens, comme les grenouilles et les crapauds, peuvent nous fournir de précieuses informations sur les phénomènes naturels. Lorsque tu entends des grenouilles coisser plus fort et plus longtemps que d'habitude, cela peut indiquer qu'un orage approche. Les grenouilles sont sensibles aux changements d'humidité et de pression atmosphérique, et elles ont tendance à devenir plus actives et à donner de la voix juste avant un orage. Et en ce qui concerne les crapauds, les recherches montrent qu'ils pourraient même prédire les tremblements de terre. En effet, avant un tremblement de terre, on observe des changements dans la composition chimique des étangs où ils vivent. Les déplacements du sol provoquent ces changements, qui à leur tour poussent les crapauds à fuir leur habitat. Les chercheurs pensent que nous devrions étudier ce comportement plus en détail pour prédire les tremblements de terre avec plus de précision. Les chiens peuvent aussi pressentir les orages et le tonnerre. Ils ressentent les changements de pression atmosphérique et leur ouïe et leur odorat sont bien meilleurs que ceux des humains. Lorsqu'une tempête approche, tu peux remarquer certains changements dans leur comportement. Par exemple, ils peuvent se montrer plus agités ou plus collants. Ils peuvent halter excessivement ou se mettre à tourner en rond. Enfin, ils peuvent chercher à se cacher dans un endroit sûr. En effet, les chiens peuvent ressentir l'électricité statique qui s'accumule dans l'air avant un orage. Et ils peuvent facilement être effrayés par le tonnerre et les éclairs.
On a affirmé que les chiens pouvaient également prédire les tremblements de terre, quoiqu'il n'y ait pas de preuves solides à ce sujet. Mais qui s'en soucie? Les chiens n'ont pas besoin de ça pour être nos héros. Les abeilles peuvent également percevoir les changements de pression et de taux d'humidité. Elles exploitent donc toutes ces informations pour prédire l'arrivée d'un orage. Les abeilles sont des insectes sociaux, qui vivent le plus souvent en grandes colonies dans des ruches. C'est pourquoi il est si important pour elles de prévoir le temps qu'il fera. Elles doivent protéger leur foyer et collecter de la nourriture avant que la tempête n'éclate. Ainsi, pour les abeilles, le gros temps est comparable aux jours fériés tant attendus. Elles n'ont plus qu'à se détendre et à manger toute la nourriture récoltée auparavant. Tout comme nous en quelque sorte. Les araignées ont aussi des super pouvoirs en ce qui concerne la météo. Elles ne peuvent pas vraiment prédire le temps, mais leur comportement peut nous donner une indication de la température extérieure. Lorsqu'il va faire plus froid, les araignées ont tendance à se réfugier en intérieur. Donc, si tu en vois beaucoup chez toi, c'est peut-être le signe qu'un temps plus rude est en approche. Tu as peut-être également entendu dire que les serpents pouvaient prédire les séismes. Le mythe à l'origine de cette croyance remonte en fait à 373 avant Jésus-Christ. Lorsque les serpents et d'autres créatures auraient déserté la région avec un important tremblement de terre en Grèce. C'est une chouette histoire, mais il y a peu de preuves tangibles permettant d'étayer cette théorie. Les scientifiques reconnaissent que les serpents et d'autres animaux peuvent percevoir les secousses sismiques quelques secondes avant les humains, parce qu'ils ressentent mieux l'onde initiale. Mais on ne sait toujours pas s'ils sont capables de les détecter plusieurs jours à l'avance. Qu'en est-il des moutons et de leur réputé sixième sens? Il leur permettrait de prédire la pluie ou la neige. Ils se serrent étroitement les uns contre les autres avant une tempête, ce qui pourrait être un moyen de se réchauffer ou de se protéger des intempéries. Mais cette théorie, elle aussi, doit encore être éprouvée. Tu peux aussi entendre les loups hurler pendant les grosses tempêtes. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne le font qu'au moment de la pleine lune. Mais certains experts pensent que le changement de pression atmosphérique qui accompagne un orage peut provoquer une gêne dans les oreilles sensibles des canidés. Et c'est ce qui les fait hurler. Mais là encore, il est difficile de le savoir précisément, car les loups hurlent pour de nombreuses raisons. Ils le font pour signaler un danger, attirer un partenaire et communiquer avec leur meute. Rien ne prouve non plus que la pleine lune les fascine au point qu'ils ressentent l'envie de hurler dès qu'ils la voient. Mais au moins, cela sert à alimenter le cinéma. Les requins ont une oreille sensible au changement de pression de l'air et de l'eau, qui se produit généralement pendant les ouragans et les tempêtes tropicales. Certains experts pensent qu'ils peuvent les détecter et plonger rapidement dans des eaux plus profondes pour rester en sécurité. Des études ont montré que les requins se comportaient fréquemment ainsi avant les tempêtes. Encore une fois, personne n'est sûr à 100% de cela. Mais comme beaucoup d'autres animaux, ils ont bien une capacité particulière à détecter les changements dans leur environnement et à l'utiliser pour survivre et prospérer au fil du temps. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger.
Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond?
Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Voyons si tu as déjà remarqué les secrets cachés de ces objets. La petite flèche à côté du symbole de la pompe à essence sur ton tableau de bord, cela peut sembler assez évident, mais elle est là pour t'indiquer de quel côté se trouve ton réservoir d'essence. Plus besoin de tâtonner des heures pour s'en souvenir, la réponse est juste sous tes yeux. La saison hivernale est synonyme de chocolat chaud et d'épais manteaux. On dit que les gens s'habillent mieux en hiver et ce n'est pas tout à fait faux. Ainsi, quand il fait froid dehors, je me parade vêtu de mes vêtements les plus chauds. Tu t'es déjà demandé à quoi servait cette demi-ceinture au dos de ton manteau d'hiver favori ? De nos jours, elle ne remplit plus qu'une fonction esthétique. Mais à l'origine, elles étaient utilisées pour rassembler l'excédent de tissu de ces longues vestes qui faisaient office de couverture. Cette ceinture servait littéralement à convertir une couverture en manteau. Il n'y a rien de plus agaçant que de revêtir ton magnifique pull en laine et de passer la journée à te gratter. Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Retourne ton pull à l'envers et fais-le tremper dans de l'eau froide. Ajoute 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse reposer pendant un certain temps. Égoutte l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, masse une généreuse quantité d'après-shampoing dans les fibres de laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, essore doucement l'excès d'eau de la laine et laisse le pull sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pull qui gratte. C'est vendredi soir et tu reçois quelques amis pour une soirée burger. Tu sors ton ketchup du frigo afin d'agrémenter tes frites. Sauf que le liquide ne sort pas. Tu as beau claquer le fond de la bouteille, le ketchup reste à l'intérieur. Ton ami le remarque et te donne une astuce formidable. Tu vois cette marque 57 sur ta bouteille de ketchup Heinz ? Pas celle du logo, celle-ci n'est que décorative. Mais celle qui est pressée sur le côté de la bouteille indique le meilleur endroit où appuyer pour faire sortir ta sauce. Et voilà le travail, ketchup pour tout le monde. Les chemises des femmes et des hommes ont leurs boutons sur des côtés différents. Si cela t'a déjà rendu perplexe, voici l'explication. Au XIIIe siècle, les fabricants de chemises ont commencé à placer les boutons des femmes sur le côté gauche. Les boutons étaient alors un signe de richesse et la plupart des gens se contentaient d'acheter leurs vêtements avec des bandes de tissu. Cependant, les femmes les plus opulentes avaient des gens à leur service pour les vêtir, comme leur femme de chambre par exemple. Ces boutons, situés à gauche, permettaient à ces dames d'être plus facilement habillées par quelqu'un d'autre. Ce style a traversé les époques et les fabricants continuent de le faire jusqu'aujourd'hui. Si tu remarques de la glace trouble dans ta boisson, tu ferais mieux de jeter tout ça. Imagine que tu fasses une petite excursion dans ta chaîne de pizzeria locale. En arrivant, tu as l'eau à la bouche rien qu'en imaginant le soda en machine de ton menu maxi. En attendant ta pizza, tu te rends donc au distributeur. Premièrement, tu remplis ton gobelet de glace à ras-bord. Tu remarques alors que la glace est un peu plus opaque que d'habitude. Pourquoi cela ? Devrais-tu tout balancer ou te servir du soda quand même ? Eh bien, selon la façon dont tu congèles ta glace, elle gèle de l'extérieur vers l'intérieur. La première chose qui gèle est l'eau la plus propre. Les minéraux et les impuretés sont poussés vers le milieu du glaçon, ce qui rend la glace trouble. Dans un cas pareil, mieux vaut opter pour des glaçons clairs.
Une glace transparente signifie qu'il s'agit d'une eau sans impureté et tu auras ainsi moins de chances de t'intoxiquer. Sans compter que le soda aura un meilleur goût et restera froid plus longtemps. Autrement, l'air coincé à l'intérieur du cube s'évaporera et les impuretés se mêleront à l'eau plus vite que la glace ne fond, te laissant avec de minuscules bouts de glaçons. Rassure-toi néanmoins. Même si les entorses à l'hygiène sont fréquentes, les machines à glace commerciales font généralement un travail correct. Nulle raison de s'assoiffer. Les claviers n'ont pas toujours été arrangés comme ils le sont aujourd'hui. Les premiers claviers avaient été conçus pour les machines à écrire. Tu te souviens des machines à écrire? Non? Vraiment? Les premières étaient organisées par ordre alphabétique. Le A se trouvait à côté du B, le B du C, et ainsi de suite. Alors, pourquoi le système que nous connaissons aujourd'hui s'appelle AZERTY? À l'origine, si l'on tapait les touches trop rapidement, les bras métalliques censés imprimer les caractères se bloquaient. La solution qu'on a trouvée fut de répartir des paires de lettres couramment utilisées comme le S et le T. Et la rangée supérieure s'est retrouvée avec les lettres AZERTY, ce qui a permis au dactylo de taper plus vite avec beaucoup moins de dysfonctionnement. Toujours utile aujourd'hui. Si tu es familier des véhicules tout-terrain, tu sais probablement ce qu'est un jerrycan. Ils sont extrêmement importants au cas où l'essence de ton réservoir s'épuise et que tu te trouves à des centaines de kilomètres de la station-service la plus proche. Ils peuvent transporter près de 20 litres d'essence. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi les jerrycans avaient 3 poignées différentes? Cette caractéristique particulière a été imaginée pour remédier à la lourdeur de tout ce carburant. Si tu es seul, utilise la poignée du milieu, elle répartira mieux le poids. Mais si tu as une paire de mains supplémentaires, vous pouvez saisir une poignée de chaque côté pour le transporter. J'imagine que ça marche aussi si tu as 4 bras. Cette petite poche à l'intérieur des dessous féminins n'est pas vraiment une poche. On l'appelle un gousset de culotte. Il s'agit d'un morceau de tissu supplémentaire cousu à des fins d'hygiène. Mais la plupart des fabricants préfèrent économiser les coûts additionnels de ces 2 points de couture aux extrémités du tissu. Et c'est donc devenu une poche. Qui l'eût cru ? En attendant, as-tu déjà examiné l'intérieur d'un bouchon de soda? Les capsules des bouteilles en verre ont une particularité, une doublure en plastique transparent. Et non, elles n'ont pas été inventées uniquement pour lancer des jeux concours. Ces doublures en plastique ont pour but de garder ta boisson pétillante en gardant le dioxyde de carbone à l'intérieur de la bouteille. Il faut avouer que c'est plutôt bien vu et que ça donne un peu soif. Maintenant, si tu as besoin d'une éponge à récurer pour tes casseroles, essaye ceci. Chaque fois que tu achètes des oranges au supermarché, ne jette pas le filet qui les emballe. Conserve-le et fabrique ton propre grattoir à casserole. Il te suffit de le nouer et c'est prêt. Il fonctionnera parfaitement sur ta vaisselle et nettoiera ses poils incrustés. Mettons que tu te trouves dans un lieu public et que tu doives aller au cabinet. Sais-tu dans quel sens ces housses de siège en papier sont censées aller? La plupart d'entre nous les placent à l'envers. Probablement parce que personne ne nous apprend ça à l'école. Mais en fait, elles sont conçues pour être tournées vers l'avant. De cette façon, on évite que la housse ne ramasse tous ces microbes. Ne jette pas toutes ces petites bouteilles en verre vide. Garde celles qui ont le col le plus long pour arroser tes plantes. Il suffit de les remplir d'eau et de les mettre à l'envers dans ton pot de fleurs. Pousse-la doucement dans la terre et laisse-la ici. L'eau sera transférée dans le pot dès que la terre sera trop sèche. Convient à tous ceux qui oublient sans cesse d'arroser leurs plantes d'intérieur. Un autre conseil de pro du jardinage d'intérieur. Pour empêcher l'eau de fuir au fond de tes plantes, utilise un filtre à café. Place-le au fond de ton pot avant d'ajouter la terre et la plante. Le filtre empêchera l'eau de se répandre hors du pot. Et maintenant, un guide des couleurs pour les sachets de pain. Tâche de le mémoriser si tu achètes ton pain de mie au supermarché. Tu l'auras peut-être déjà remarqué, mais les sachets de pain portent parfois de petites étiquettes de différentes couleurs. Chaque couleur indique le jour de la semaine où le pain a été fabriqué. Cela aide le personnel du magasin et les consommateurs à savoir si le pain vendu est frais. Le lundi est bleu, le mardi est vert, le jeudi rouge, le vendredi blanc et le samedi jaune. Le dimanche? Il faut bien se reposer un jour. Qui peut résister au pouvoir du papier bulle? La plupart des gens sont incapables de se soustraire à l'envie de le faire éclater, ce qui tend à le rendre bien moins efficace en bout de course. Mais savais-tu que le papier bulle n'avait pas été inventé au départ pour emballer des choses? Un inventeur et une équipe d'ingénieurs essayaient de développer un papier peint texturé. Ils ont donc collé 2 rideaux de douche ensemble pour capturer des bulles d'air, afin de donner au papier peint une surface en relief. Mais le public n'a pas du tout été emballé. Ce n'est que des années plus tard qu'on a compris que le papier bulle était un parfait matériau d'emballage. Et un tonnerre d'applaudissements pour cette invention intemporelle. Ou mieux encore, on fait tous crépiter le papier. Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage.
Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés, et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leur piqûre passe généralement inaperçue, tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices, et finalement la paralysie. Alors vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin-fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins-fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins-fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchés. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire.
Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les trichorayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les trichorayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du trichorayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. Oh là là, regarde-moi ça, il y a une tornade géante qui se dirige droit sur toi, et elle est si rapide. Ces tornades peuvent se déplacer à des vitesses folles de plus de 400 km/h. De plus, elles peuvent laisser une traînée sur leur passage, atteignant jusqu'à 80 km de long et plus d'1 km de large. Parfois, on les voit clairement arriver, alors que dans d'autres cas, les nuages bas ou la pluie peuvent les dissimuler, de sorte qu'elles se précipitent sur toi sans que tu ne les aperçoives. Et dans la plupart des cas, une tornade peut se former si rapidement que personne ne peut t'en avertir à temps. Et maintenant que cette tempête en furie est vraiment proche, il ne te reste peut-être plus que quelques minutes pour te mettre à l'abri. Tu as une cave? Cours te cacher, à moins que... Je sais que cela semble insensé, mais que dirais-tu d'entrer dans une tornade pour voir à quoi ça ressemble? Certaines tornades ressemblent à des tourbillons en forme de corde, tandis que d'autres sont composées de larges nuages en forme d'entonnoir. Et voici le second type, juste devant toi. Regarde ces vents tourbillonnants, nés d'un orage électrique. Ils descendent peu à peu jusqu'au sol. Souvent, la grêle se joint à la fête. Les États-Unis comptent environ 1000 tornades par an. Et le Texas en détient le record, avec environ 120 tornades annuelles. Un record dont il n'y a pas lieu d'être fier. Mais la plupart des tornades américaines sont observées dans la Tornado Alley, une étendue de terre située dans le Midwest. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide en provenance du Mexique rencontre de l'air frais et sec en provenance du Canada. Ces 2 éléments s'affrontent et se transforment en une puissante tempête qui, à un moment donné, peut engendrer des tornades. La plupart des tornades sont observées entre avril et juin, mais depuis quelque temps, on en voit même en décembre.
Elles peuvent aller d'une simple tempête de poussière à un phénomène d'une puissance considérable, capable d'emporter des voitures, de grands arbres ou même des maisons. Mais c'est une occasion unique, tu ne t'es jamais trouvé aussi proche. De plus, cette tornade est gigantesque et ce n'est pas souvent que tu aurais l'occasion d'en voir une telle. Bon, tu es prêt ? Elle se rapproche. Tu sens le vent se renforcer tout en te projetant de la terre et des éclats au visage. Tu fermes les yeux et hop, te voilà à l'intérieur. Et c'est la folie. Des vents violents te ballottent en tous sens et te font tournoyer. Ils te soulèvent en même temps. Tu as le vertige ? Tu te sens comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz ? C'est peut-être le bon moment pour s'intéresser à ce qui t'arrive vraiment à l'intérieur. Tourbillonnant au gré des vents et oh, attends ! C'est la moto de ton voisin qui tourne en même temps que toi ? Espérons qu'elle reste au loin. Prenons maintenant le temps de couvrir les bases. Se retrouver au milieu d'une tornade enragée est une chose à laquelle il est possible de survivre. Mais autant être honnête, ce ne sera pas facile. La première chose que tu ressentiras sera probablement le changement de température. À l'intérieur de cette tornade folle, il peut faire 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est parce que le centre de l'entonnoir formé par la tornade tourne en permanence. Cela rend l'intérieur du vortex beaucoup plus froid et rend l'air plus raréfié qu'à l'accoutumée. La densité de l'air y est inférieure de 20% à celle que l'on trouve par exemple en haute altitude. J'espère que tu n'as pas l'intention d'y rester trop longtemps. La pression atmosphérique à l'intérieur de ce tourbillon est si basse que tes poumons ne pourront pas en retirer suffisamment d'oxygène. Pour te donner une idée de la situation, respirer à l'intérieur d'une tornade revient à essayer de prendre de l'air à une altitude de 8000 mètres. C'est un niveau d'alpiniste professionnel, comparable à l'ascension de l'Everest. Alors oui, il faut de l'aide pour pouvoir respirer normalement. Bref, tu vas probablement t'évanouir au bout de quelques minutes. Mais ne t'inquiète pas, on t'a apporté ce masque spécial pour que tu n'aies pas à te soucier de ta respiration. As-tu remarqué à quel point le flux d'air à l'intérieur est régulier ? Certains chasseurs de tempêtes se sont déjà retrouvés à l'intérieur de tornades. Plus tard, ils ont fait une description chaotique de tous ces nuages déchaînés et de ces vents tourbillonnants. Mais de l'intérieur, l'air était étonnamment doux, ce qui ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir qui t'attend. Et tu n'es clairement pas tout seul à l'intérieur de cette tornade. La moto du voisin n'est pas la seule chose que tu y verras. Du bois, des briques, du verre, peut-être même des voitures, des vaches, des mobil-homes, des briques, des toitures et d'autres gros objets. Tu auras de la chance si rien ne te tombe dessus dans ce chaos sans nom. Avec tous ces débris qui tourbillonnent à 500 à l'heure, il te sera difficile d'esquiver quoi que ce soit. Mais admettons qu'un miracle se produise et que tu sois épargné. Tu commences à avoir la tête qui tourne. Tu te demandes quand tout cela va se terminer et si tu seras capable de t'extirper de cette incroyable tornade. Elle finira bien par ralentir. Cela se produit parce que de l'air frais pénètre dans la tornade. Mais ce n'est pas parce que les choses se calment que tu peux te détendre pour autant. Enfin, ton estomac, lui, le peut, puisque le tournoiement s'est arrêté. Mais la tornade te laissera tomber de n'importe quelle hauteur quand elle cessera. Si tu te trouves à la campagne, il se trouvera peut-être une botte de foin pour amortir ta chute. Oh, attends, nous parlons d'une tornade qui fait probablement plus de 14 000 mètres de haut, alors ça ne te servira à rien. Espérons que tu as apporté ton parachute, parce que ce serait le moment idéal pour le déployer, tu ne trouves pas ? Ne t'inquiète pas, on aime les fins heureuses par ici. Alors voici un petit coup de pouce. Et voilà. À présent, tu redescends lentement en profitant de la vue. Si tant est que tu remarques quoi que ce soit aux alentours avec tout ce tournis. Comment se fait-il qu'il y ait un ciel clair et ensoleillé sur ta gauche, te demandes-tu ? Ça n'a rien d'inhabituel. Les tornades se forment souvent à la périphérie d'un orage. C'est comme une frontière entre deux mondes différents. Il n'y avait même pas de vent et l'air était très calme avant que la tornade ne frappe, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est également très répandu. Bon, je pense que tu sais tout de même que ce genre de scénario est impossible dans la réalité. Il est donc préférable de trouver rapidement un endroit sûr lorsqu'une tornade est en approche. Utilise plutôt un abri souterrain et si tu n'en as pas à disposition, n'importe quel sous-sol pourra faire l'affaire. Prépare à l'avance une télévision sur batterie ou une radio à pile, ainsi que des batteries de rechange. Ou un appareil avec Internet pour pouvoir recueillir les dernières informations sur la tornade. Prévois également de la nourriture non périssable, de l'eau et d'autres produits de première nécessité. Il s'avère que certaines personnes ont vraiment été emportées par des tornades et qu'elles ont réussi à s'en sortir. La tornade les a en fait déposées à quelques centaines de mètres de là, sans la moindre égratignure. C'est quand même se donner beaucoup de mal pour économiser l'argent du taxi. Mais on ne peut évidemment pas garantir une arrivée à bon port.
Il serait incroyablement difficile de se sortir de tels cataclysmes, comme les orages supercellulaires par exemple. Ceux-ci appartiennent à la catégorie des tempêtes les plus violentes, à savoir les orages électriques. Et imagine que tu te retrouves dans une trombe d'eau. Elles peuvent sembler agréables, du moins au début, parce qu'elles ne sont pas très puissantes et qu'elles se forment au-dessus des eaux chaudes. Elles pourraient parfaitement s'intégrer dans ta thalasso, enfin, jusqu'à ce qu'elles se déplacent vers l'intérieur des terres et se transforment en véritables tornades. Les tourbillons de poussière sont encore moins agréables. Ils ne sont pas très grands, mais il s'agit de colonnes d'air qui tournoient à très grande vitesse. Et on peut facilement les voir à cause de toute la terre et de toute la poussière qu'ils accumulent. Il faut toutefois des lunettes de protection pour les affronter. Oups, je crois que bien que je les ai oubliés, je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci. Mais si cela peut te rassurer, les tourbillons de poussière ne sont pas associés aux orages. En y pensant, je ne vois pas trop non plus ce que ça peut avoir de rassurant. Mais si tu es prêt à sauter dans un tourbillon de feu, on peut te trouver une combinaison spéciale qui te protégera pendant que tu seras brinque-ballé dans les flammes, la fumée et les gaz. Ces colonnes sont étroites et s'élèvent verticalement dans les airs, tout comme les tourbillons de poussière. Bien entendu, la chaleur est insupportable, et comme les courants ascendants se renforcent et qu'il s'y trouve suffisamment de combustible, un tourbillon de feu se transforme en une véritable tornade de flammes, qui s'étend du sol jusqu'aux nuages et se déplace à une vitesse incroyable. D'accord, on va en rester là, je commence à avoir la tête qui tourne. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube.
L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs.
Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre-bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur.